je vais vous parler des raisons pour lesquelles a éclaté cette mèche du 1er novembre 54 en Algérie. Parmi les historiens qui ont étudié l'Algérie, certains se sont demandé si cette indépendance, si cette guerre d'indépendance était inéluctable, si elle était programmée. Je vais répondre rapidement d'abord en parlant de la colonisation de l'Algérie par la France. Il faut savoir que cette colonisation, la conquête 1830, a été le résultat d'une part d'un processus d'expansion capitaliste. La Chambre de commerce de Marseille a joué un rôle décisif dans cette intervention, qu'elle a été en même temps une excroissance nationale. Nous sommes 15 ans après Waterloo et il faut réparer les dégâts nationaux. Et ça a été donc à la fois une excroissance capitaliste et une excroissance nationale. Ceci dit, le national, il faut savoir ce que ça veut dire. Je me rappelle d'une statistique datant de 1907 où l'on expliquait que 80% des Européens, des Français d'Algérie, étaient originaires d'une ligne au sud de Bordeaux-Genève. C'est-à-dire que la langue maternelle de l'immense majorité d'entre eux, et je sais de quoi je parle, n'était pas le français, mais l'occitan. Bon, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Cette colonisation a signifié pour les Algériens une spoliation. Il faut savoir que sur les 8 millions d'hectares de terre environ cultivables de l'Algérie, la colonisation s'est emparée, je n'ai pas le temps de vous dire de quelle manière, mais a spolié 2 900 000 hectares. C'est-à-dire que quantitativement, c'était 40%, mais qualitativement, comme ils se sont emparés des terres les meilleures, des terres de plaine et des terres de vallée, c'était davantage. Bien. Et en même temps, dénuement. Ce dénuement a entraîné ou a fait augmenter le nombre des famines. Par exemple, il est caractéristique que c'est au moment où la colonisation commence à atteindre son paroxysme, enfin pas encore tout à fait, c'est en 1867-68 que se produit la plus grosse famine du 19e siècle. Les statisticiens, les historiens démographes estiment que ça a fait autour de 500 000 morts. Bien. Si vous ajoutez à ça les 400 000 morts de la conquête de 1830 à 1848, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin du tiers de la population de l'Algérie, 3 millions d'habitants en 1830, qui a disparu. Et ça remontera seulement à partir de 1880-85 par le fait de ce que les Québécois appellent la revanche des berceaux. Bien. On reconquiert. Donc, il y a eu ensuite ce que j'appellerais le dépérissement culturel engendré par la colonisation. Il faut le savoir qu'au moment de l'entrée des Français en 1830, il y avait ce qu'on appelait les zaouïas ou les écoles coraniques qui vivaient sur les habous, c'est-à-dire sur les biens de main morte, au moment qui étaient le fruit des héritages que laissaient les gens qui avaient créé des biens de main morte. Voilà, le terme français ne me venait pas. Et par un décret de 1843, les Français ont supprimé ces biens habous. Ce qui veut dire que le système qui avait permis aux Algériens d'être scolarisés relativement, je ne dis pas qu'ils étaient extraordinairement scolarisés, mais j'ai vu des interprétations selon lesquelles en 1830, il y avait proportionnellement à peu près autant, sinon plus, d'Algériens qui étaient scolarisés que ceux qui étaient en France, malgré les lois Guizot, je vous rappelle. Bien. Donc, on aurait pu penser, c'est ce que voulait, par exemple, le recteur de l'Académie d'Alger, le recteur Jean Maire, qui était un vrai apôtre de la colonisation culturelle. Il voulait la scolarisation et il n'a jamais pu le faire. Les statistiques nous disent qu'en 1914, je sais, j'ai fait ma thèse sur l'Algérie et la guerre de 14, il y avait 5% d'enfants algériens scolarisés. En 1954, à la veille de l'insurrection, il y en avait moins de 15%, et il faudra le plan de Constantine, il faudra tout cela pour que ça soit porté à 29% seulement en 1960.
Bien. Alors, il y avait des zones favorisées. La Kabylie, par exemple, était favorisée. Il y avait en plus les Pères blancs qui ont réalisé une œuvre non négligeable de scolarisation, mais c'était absolument négligeable. Un détail, mais c'est pas un détail parce que ça illustre un système. Le Congrès des colons de mars 1908 vote, pas à l'unanimité, une motion demandant que l'enseignement des indigènes soit supprimé. Et cette motion dit, l'enseignement, il doit aller seulement aux Algériens, c'est-à-dire aux Français. C'est-à-dire que c'était les Français, ils avaient confisqué l'algérianité. Non, mais c'est très... Et lorsque, par exemple, le cheikh Abdelhamid Ben Badis a voulu créer en 1931 l'association des ulama réformistes algériens, on lui a dit non, pas algérien. Alors il a changé son terme, il a dit l'association des ulama réformistes musulmans. Les Algériens, c'était les Français. Il faudra attendre pratiquement les années 50 pour que le terme algérien signifie ce qu'on appelait autrefois les Algériens musulmans ou les indigènes. Bien. Donc, discrimination et racisme. Le code de l'indigénat, qui date de Napoléon III, disait qu'il y avait d'un côté des citoyens français, des Français, et de l'autre côté des Français qui n'étaient pas citoyens, c'est-à-dire qui étaient des sujets. Alors, on pouvait, quand on était, entre guillemets, indigène, algérien, devenir citoyen, à condition de renier son statut personnel musulman et accepter le code civil français. Dans ce cas-là, vous deveniez citoyen français après une enquête qui pouvait durer 2 ans ou 3 ans. Et c'était pas forcé que vous obteniez la citoyenneté. Bien. Moi, je me rappelle, dans la dernière interview que j'ai fait de Farhat Abbas, le président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, le premier et le deuxième, moi, il m'avait raconté cette anecdote suivante, absolument incroyable. Il a été entendu en 1931 par la commission du suffrage universel. Et Abbas leur dit, mais pourquoi vous ne nous faites pas des citoyens français? Ah non, on ne peut pas, on respecte trop l'islam. Alors, pourquoi vous ne nous imposez pas un décret Crémieux? Je rappelle, le décret Crémieux, c'est le décret d'octobre 1970 qui impose aux Juifs la nationalité française en les rendant tributaires du code français. Et la loi mosaïque, ils en sont exclus, c'est-à-dire ils sont juifs sans être juifs. Ils ne sont plus sous l'effet de la loi mosaïque, de la loi juive. Et Abbas leur dit, mais pourquoi vous ne nous imposez pas un décret Crémieux? Faites de nous des Français comme les autres. On n'aura pas de statut personnel musulman. Oh, évidemment, on va un peu râler au début et puis on sera finalement très content. Et réponse du président de la commission, ah non, on vous a déjà dit, nous respectons trop l'islam pour vous faire ce coup-là. Bien. Donc, le résultat, c'est qu'on a eu ce que j'appelle, moi, dans mes ouvrages, le repli dans l'inentamé, et ce que Jacques Berck, le défunt Jacques Berck, qui était un des spécialistes de l'histoire et de la sociologie et de l'anthropologie du Maghreb, appelait, je cite, le bastion de repli des Algériens, c'est-à-dire l'islam, qui était devenu l'identité, qui était devenu, je cite, un nationaliste algérien, peu importe lequel, qui disait « l'islam est devenu notre civisme, il est devenu notre identité ». Et ce refus, ce repli dans l'islam n'était pas forcément un repli dans l'islam des Lumières, celui d'Abou al-Ala al-Ma'ri, celui d'Ibn Sina à Avicenne, celui d'Ibn Rushd, qu'on appelle aussi Averroès. Pour la petite parenthèse, je vous signale que le mot ilhad, mulhid, c'est-à-dire en arabe, ça veut dire l'athéisme, les athées, a existé en arabe 7 siècles avant son apparition en français. Et c'est un certain François Rabelais, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui l'emploie pour la première fois en 1536 dans une lettre à un certain Erasme. Alors que ça existe, vous rencontrez le mot ilhad dans Risalat al-Ghufran, l'épître du pardon de Abou al-Ala al-Ma'ri, nous sommes au Xe siècle. Bon, ça, généralement, on ne le sait pas, et les musulmans ne savent pas non plus. C'est eux qui ont inventé l'athéisme. Bon, faut quand même dire les choses qu'elles sont. Or, c'est pas dans cet islam-là, c'est pas dans cette culture-là qu'on va s'engager. Alors, évidemment, vous avez eu quelqu'un comme le cheikh Abdelhamid Ben Badis de Constantine, que je n'ai pas connu puisqu'il est mort en 1940 et moi je suis né en 1942. Mais lorsqu'il définissait la nation algérienne, il disait cette nation existe comme existent toutes les nations de la terre. Qu'est-ce que c'est qu'être algérien?
Et il y avait ce qu'on appelait la triade badisienne. Premièrement, l'islam est notre religion. Deuxièmement, l'arabe est notre langue. Troisièmement, l'Algérie est notre parti. C'était la triade. Bon, je n'ai pas dit la trinité, bien entendu. J'ai dit la triade. Et ça n'empêchait pas le Cheikh Ben Badis, qui était de la grande élite de Constantine, d'avoir un frère qui était conseiller général, un père qui était conseiller municipal, un cousin qui était aux délégations financières, bref. Et il a écrit dans le Montarquid en 1925, c'était son premier journal, il a écrit « L'Algérie a la chance de posséder deux langues, l'arabe et le français. Cela lui promet un bel avenir pour le futur sur le plan culturel. » Donc, lui était musulman, il voulait de l'arabe, et il avait raison de vouloir de l'arabe, mais il estimait que ça devait être un arabe qui ne devait pas être quelque chose d'obscurantiste, ce dont on n'est pas absolument sûr que ce soit réalisé ultérieurement. Deux mots sur la naissance de l'idée indépendantiste. Elle est née, cette idée indépendantiste, dans les années 20. Il y a eu, en 1919 jusqu'en 23, l'émir Khaled, le petit-fils d'Elmir Abdelkader, qui était, tenez-vous bien, capitaine dans l'armée française. Alors lui, il demandait simplement que les Algériens aient le droit de vote pour qu'ils puissent avoir des députés comme les Français. Il ne demandait pas que tout le monde ait le droit de vote. Les hommes, d'ailleurs, bien sûr, les femmes, n'était pas question à l'époque. Les Français non plus. Les Françaises ne votaient pas. Et on le lui a refusé, on lui a mené la guerre et on l'a fait partir, on l'a exilé selon des procédures... bon, je vous raconterai le détail si vous le voulez, peu importe. Bien, après l'émir Khaled, a été créée en 1926 l'étoile nord-africaine. Savez-vous où elle a été créée? Dans un bled bien au nord d'Alger qui s'appelle Paris. C'est-à-dire dans l'exil. Or, c'est important de savoir que l'idée indépendantiste algérienne, elle est née chez les expatriés, chez les muhajir, chez les gens qui se sont expatriés. Et c'est très fréquent, en tout cas dans l'histoire européenne, que les nations, les États, soient créés par des marginaux ou même par des exilés. Savez-vous que Garibaldi, vous savez d'où il était, Garibaldi? Un bled qui s'appelle Nice. Et Nice, c'est pas italophone, c'est occitanophone, j'en sais quelque chose. Bien. Il n'empêche que... Et savez-vous que Cavour, le créateur du royaume du Piémont, du royaume d'Italie en 1860, avait une grand-mère genevoise et sa grand-mère paternelle était française. Et que Cavour, son italien, il n'était pas très catholique. C'est-à-dire qu'il maîtrisait beaucoup plus le français que bien. Vous savez, il faut attendre 1896 pour que le Conseil des ministres en Italie se fasse en italien. Il s'est fait en français jusqu'à l'époque. Personne ne dit. Il ne faut surtout pas dire ça dans une classe. Moi, j'ai enseigné à l'université de Naples il y a quelques années. Et quand j'ai osé dire ça, il faut voir le retour de flamme que j'ai eu. Bon, alors je ne le dirai pas en Italie. Je dirais qu'il y a eu ensuite, parmi les facteurs d'appauvrissement, il y a eu des élites rurales qui ont subi ce que j'appellerais un dépit de dépossession, un dépit de non-possession. Et c'est là que je placerai l'origine des cadres du Front de Libération Nationale. Rapidement, je les connais assez bien puisque j'en ai interviewé un certain nombre, de moi ceux qui étaient vivants. J'ai interviewé Ben Bella, j'ai interviewé Aït Ahmed, etc. Je commence par Aït Ahmed, la plus grande famille maraboutique de Kabylie. Son grand-père était le Cheikh Mohamed El-Hussein, qui est, bon, quand vous en parlez en Kabylie, tout le monde se met à genoux, c'est absolument évident. Or, il a fini, le père d'Aït Ahmed, il est devenu garde champêtre. Bon, vous imaginez Monseigneur Barbarin devenir inspecteur de police dans le 3e arrondissement. Ça fait à peu près ça, c'est peut-être même encore pire. Bien. Mohamed Boudiaf, lui, c'était pas une noblesse religieuse. C'était ce qu'on appelait la noblesse des Jawad. Jawad, c'est-à-dire la noblesse d'épée. À l'époque ottomane, c'était ceux qui portaient les armes au service de l'État ottoman. De la région de Msila, à la limite du Constantinois et de l'Algérois, Boudiaf, c'était une très grande famille, mais déclassée. Son papa est devenu... comment on dit, non pas couturier, enfin oui, il reprisait les, comment on appelle, tailleur, pardon, excusez-moi. Il est devenu tailleur et lui-même, le jeune Boudiaf, il a fait son secondaire jusqu'en classe de seconde et après, il a fait des petits métiers à Constantine. Donc là encore,
il y a des élites rurales qui sont marginalisées. Bon, même genre, je passe très rapidement un que je connais bien, mais il est mort en 1957, tué par l'armée française. Il s'appelle l'Arabi Belmehdi. C'était quelqu'un du Constantinois, entre Batna, mi-chemin entre Batna et Constantine, un bled qui s'appelle Ain Lila, que vous ne connaissez pas. Aussi, une petite noblesse maraboutique, mais là aussi, il est allé jusqu'en quatrième et appauvri. Un cousin caïd, et il a fait le peu d'études qu'il a faites, c'est chez un oncle à Biskra, où il a été obligé d'aller parce que sa famille était trop pauvre. Bon, vous en avez l'autre, un certain Ahmed Ben Bella, vous avez peut-être entendu parler. Lui, c'est une toute petite famille maraboutique de Marrakech. C'est pas Maghreb al-Aqsa, c'est pas dans le au Maroc, bien. Mais il avait la famille maternelle qui était originaire de la frontière algéro-marocaine, et il est devenu engagé, adjudant dans l'armée française. Il a fait Monte Cassino, il a fait toute la reconquête, et c'est quelqu'un qui a eu un poste en 1945 de petit policier dans le bled de Marnia. C'était ce bled, etc. Et il a même été élu conseiller municipal de Marnia. Bien. Mais lui aussi estimait qu'il avait droit au pouvoir et que ces sales colonisateurs l'empêchaient d'avoir le pouvoir. Je vous en passe d'autres. Les autres ce sont moins des élites. Krim Belkacem, certificat d'études. Papa, garde champêtre en Kabylie. Et quand on lit Krim Belkacem, on comprend très bien qu'il voulait se désolidariser du collaborationnisme de sa famille pour devenir indépendant. Donc, vous voyez, Krim Belkacem, fils d'un garde champêtre du système colonial. Il y en a d'autres. Mohamed Khider, une famille extrêmement pauvre de Biskra, qui, lui, il n'a pas eu le certificat d'études, mais il a été ouvrier dans les tramways. Enfin, il était conducteur de, je ne sais plus comment on appelle ça, tramino, hein, dans les tramways d'Alger. Et c'est quelqu'un qui appartient à ce que j'appellerais une petite élite syndicale qui est souvent l'antichambre de postes dirigeants dans le FLN. Mais c'est un autodidacte. Il a appris l'arabe par lui-même. Et lorsque j'ai enseigné, j'ai été au Caire pendant une année, et là-bas, on m'a dit, les deux seuls qui comprenaient, qui parlaient un arabe digne de ce nom, c'était Aït Ahmed, Kabyle, et c'était... et oui, il savait l'arabe. Moi, je l'ai interrogé, Aït Ahmed, il faut voir son niveau d'arabe. Et c'était aussi Mohamed Khider, autodidacte. Là, on les comprenait. Mais quand c'était Ben Bella, il parlait français. Vous savez que quand Farhat Abbas a rejoint le FLN en avril 56, il a fait une conférence de presse au Caire. En quelle langue? En français. Et alors, moi, je me rappelle les vieux journalistes égyptiens qui m'ont dit un arabe, ça parle arabe, ça parle pas français. Bon. Alors, les blocages coloniaux, maintenant, ce qu'on a appelé, ce que certains historiens que je ne nommerai pas, ont appelé les occasions manquées. En fait, après l'émir Khaled, il y a eu des tentatives, avant même. Vous savez que le décret de 1912 imposant le service militaire obligatoire aux Algériens, on leur avait dit, ça fait partie de la citoyenneté. Celui qui prend les armes, il sera citoyen. Donc, allez-y, engagez-vous. Non, pas engagez-vous. Service militaire obligatoire, c'est pas des engagés, c'est des appelés. Résultat, en 1919, la loi Jonard. On augmente un petit peu le nombre des gens qui élisent les conseils généraux, les conseils municipaux, mais au Parlement français, walou, il n'y a rien du tout. Bon, donc c'est une petite loi, on ne peut pas dire que c'est une réforme fondamentale. Le projet Violette, dont vous avez peut-être entendu parler, le projet Violette, qui a essayé d'être mis en application par un certain gouvernement Blum de Front Populaire, il prévoyait, incroyable, la naturalisation avec le statut musulman de 24 000 Algériens. Eh bien, ce projet Violette, il a bien été présenté aux chambres par Blum, mais furtivement, et il n'a jamais été discuté. Bon. Donc, occasion manquée ou occasion non tentée? Je vous laisse juger. Or, ce projet Violette a été officialisé
par un certain Charles de Gaulle en 1944, en mars 1944. Ça a été le décret qui a fait des Algériens, qui a appliqué le projet Violette, un petit peu plus généreux quand même. Mais c'était trop tard. Il aurait fallu le faire bien avant, et c'était beaucoup trop tard. Et il y a eu le statut de 1947, qui a enfin donné le droit de vote aux Algériens au Parlement français, attention, mais avec les deux collèges. Le collège français, qui élisait 50% des députés d'Algérie, et le collège indigène, qui élisait 50%. Sauf qu'il y avait 8 fois plus d'indigènes que de Français. Donc l'équation coloniale de ce statut de 47, c'était 1 égale 8. Ça se passe de commentaires. Alors, occasion manquée ou occasion non tentée. Bien. Alors, je passe sur le fait qu'il y a eu, pendant toute la période coloniale, toute une série de détonateurs précurseurs, un grand nombre d'insurrections qui ont été récurrentes au 19e et au 20e siècle. L'insurrection de 1864, de Ould Cheikh, l'insurrection de 1871, de 1871 de Mokhtani el-Haddad, celle que je connais assez bien, parce que j'ai fait ma thèse là-dessus en grande partie, l'insurrection de 1916-17 de Belezma Aouras, des Aurès, on dit en français, et puis l'insurrection de mars 1945, qui s'est soldée par une répression féroce que vous connaissez, qui a été l'antichambre de la Thawra, de l'insurrection de 1954. Le général qui avait fait cette répression, le général, j'ai oublié son nom, il avait dit, je vous donne la paix pour 10 ans. Il faut réformer, il faut rendre ce système plus égalitaire, autrement, dans 10 ans, vous aurez la guerre. À 6 mois près, il ne s'était pas beaucoup trompé, puisque ça a été novembre 1954. Bien. Donc, il faut savoir qu'il y a eu cette école, je confonds école et étoile, cette étoile nord-africaine de 1926 a été interdite à la fin des années 20, elle s'est appelée la glorieuse étoile nord-africaine. Et il faut savoir, on ne le sait pas, les Français ne le savent pas, que cette glorieuse étoile nord-africaine, elle a fait partie des groupements politiques qui ont créé le Front populaire. C'est-à-dire Blum, c'est quelqu'un, il avait tout juif qu'il était, il s'est appuyé aussi sur les Algériens de France. Or, sur la pression des colons, en 1937, il a interdit, en janvier 37, il a interdit cette étoile nord-africaine, qui s'est transformée, sous l'égide d'un certain Messali Haj, dont vous avez peut-être entendu parler, en mars 1937, en partie du peuple algérien, PPA, et ce PPA a été apatrié en Algérie, et Messali étant en prison la plupart du temps de 1938 à 1945, et c'est après l'insurrection de 1945 et sa répression par le général Duval, ça y est, je me rappelle son nom, que ça a été interdit, le PPA a été interdit, et pour participer aux élections de 47, le PPA a pris le nom de Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD. Et ce mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques a été secoué de l'intérieur, d'abord par la crise berbériste de 1949, où Messali a éjecté du parti tous les gens qui jugeaient mauvais citoyens algériens parce qu'ils voulaient la reconnaissance de l'identité berbère. Moi, j'ai des anecdotes parce que j'ai interrogé des gens qui m'en ont parlé. Lorsque, par exemple, pour avoir accès aux Nations Unies, Messali Haj a demandé en 1949 à un de ses collaborateurs, qui était un médecin dont je ne dirai pas le nom, il lui a dit tu me prépares une petite histoire de l'Algérie comme ça. Et le médecin en question a travaillé pendant plusieurs mois et il lui a apporté une histoire de l'Algérie. Mais ça lui a feuilleté et tout ce qui était avant l'arrivée de l'islam, il l'a déchiré. Il a dit Mishmaoud, ça n'existe pas. Autrement dit, l'histoire commence avec l'islam. Et quand vous regardez les manuels scolaires que je crois connaître un petit peu de l'Algérie actuelle, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a eu cette crise en 1949 qui a permis à Messali Haj de vider les gens qui étaient des opposants à lui, notamment l'un d'entre eux qui était de Cherchel, qui était médecin lui aussi, et qui était arabophone,
et qui n'était pas du tout berbérophone, mais grâce à cette crise berbère, il a pu éliminer même des arabophones qui lui faisaient obstacle. Enfin, le parti, le PPA, MTLD, donc, entre en crise en 53-54. Il éclate en deux parties. D'une part, ceux qu'on appelle les messalistes, les partisans de Messaleh Haj, qui sont plutôt des plébéiens d'origine, des gens d'origine relativement modeste, et d'autre part, ceux qu'on appelle les centralistes, qui deviennent majoritaires au comité central, centraliste comité central, en 1953. Et ce sont des pharmaciens, ce sont des avocats, c'est déjà un peu une élite. Et parmi eux, quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, Ben Youssef Ben Khedda, qui sera le dernier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, et sous l'égide duquel sera amorcée la négociation d'Évian. Le parti éclate en 1954, ce qui veut dire que le politique a échoué. Résultat, le politique ayant échoué, même les centralistes, dont parmi eux un certain Mohamed Boudiaf, décident de passer à l'insurrection armée. C'est donc le blocage du politique, mais le blocage, il était un blocage colonial avant tout, parce que il n'y avait pas les méchants pieds noirs et les gentils français. Le système colonial, c'était un système. Bon, juste une... J'ai encore... Ah, d'accord. Simplement, moi, quelque chose que je dis toujours, parce que quand on me dit oui, les méchants pieds noirs, les gentils français, ça se passait pas comme ça. Je vous donne un exemple. Pour que le budget algérien et force de loi soit appliqué en Algérie, il était voté d'abord par une assemblée locale qu'on appelait les délégations financières. Bien. Mais pour qu'il ait force de loi, ce budget qui donnait 5% de scolarisation aux enfants algériens, alors qu'il aurait fallu 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus, il devait être approuvé par le Parlement français. Or, jamais, une seule fois dans l'histoire, le Parlement français n'a refusé un budget algérien. Donc, c'était structurel. Nous avions bien affaire à... Alors, si c'était voté en séance de nuit à 3 heures du matin, quand il restait 3 ou 4 députés, fakat. C'était tout. Il n'y avait plus rien d'autre. Bon. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, le résultat, c'est donc ce qu'on a appelé l'allumage de la mèche du 1er novembre 1954. Ça a été la création donc d'abord du comité révolutionnaire d'unité et d'action, qu'on appelle le comité des 22, duquel a été issu le comité des 6, qui se sont abouchés avec les 3 extérieurs, Mohamed Yazid, Hassan Naït Ahmed, Ahmed Ben Bella, et les 6 locaux plus les 9 extérieurs ont formé les 9 chefs historiques de la Thawra. Thawra, on traduit par révolution. Je pense que Tha'ir, c'est plutôt l'insurgé, c'est plutôt l'insurrection. Mais ça, parce qu'il y a un terme en arabe pour dire la révolution, mais il n'est plus employé. Il n'est plus employé depuis le XIVe siècle. Si maintenant, il signifie seulement coup d'État. C'est le mot de inqilab. Peut-être que vous connaissez ce terme. Inqalaba yanqalibu, c'est faire un retournement, c'est-à-dire exactement le sens français de révolution. Mais son sens originel a été abattu. Bien. Alors, donc, il n'y a pas eu d'occasion manquée parce qu'il n'y a pas eu d'occasion tentée. Irréaliste était l'idée. Il y a eu des gens sincères qui voulaient faire des Algériens des Français. Ce recteur Jean Maire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a pris sa retraite juste après le congrès des colons qui demandait la suppression de l'enseignement des indigènes, et il paraît qu'il est mort dans la plus grande déprime. La dernière occasion qui a été non tentée, ça a été celle de la conférence de Tunis de octobre 56. Vous connaissez ça? Alors, 2 mots, et puis je termine. À Tunis, devait se tenir en accord avec le gouvernement marocain, le gouvernement tunisien et les chefs historiques algériens qui étaient, pour 4 d'entre eux, au Maroc. Une conférence sous l'égide et avec l'approbation d'un certain Alain Savary, qui était ministre des Affaires marocaines et tunisiennes, ministre du gouvernement d'un certain Guy Mollet. Vous avez peut-être entendu parler, les élections de janvier 1956, gouvernement entre guillemets socialiste. Mais Savary, il y croyait. Je vous signale que Savary, il était né à Alger. Il savait de quoi il parlait.
Et il avait obtenu que soit décidé à Tunis une fédération nord-africaine, on ne disait pas maghrébine à l'époque, avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, qui aurait le statut d'État associé à l'État français. C'est-à-dire qu'il préparait en douceur politiquement l'indépendance de l'Algérie. Et vous savez ce qui s'est passé? Le 22 octobre 1956, les militaires d'Alger ont intercepté, ça a été le premier piratage aérien de l'histoire. Ils ont intercepté l'avion qui transportait les 4 chefs historiques, Bembella, Aït Ahmed, Boudiaf, non pas Clément Kassem, il était sur le terrain. Et puis, bon, il y en a un que j'oublie. Bon, peu importe, il y en avait 4. Ben Bella, Ben, non, bon, écoutez, excusez-moi. Et simplement, à l'époque, on a dit ah mais c'est l'armée qui a agi toute seule. Mon œil, à mon avis, Guy Mollet était parfaitement au courant. Bon, mais ça, on le dit pas. Et Savary est allé toquer à la porte de Ben Bella, je confonds Ben Bella et Guy Mollet, quelle horreur. À la porte de Guy Mollet. Vous les libérez, autrement la conférence échouera. Ah, je ne peux pas. L'intérêt national. Savary a démissionné et il est entré en dépression profonde. Résultat, la guerre. Et ça, peu de gens le savent. Alors qu'il y avait une possibilité politique à laquelle croyait quelqu'un comme Alain Savary, sinon de résoudre, du moins d'aller par étapes de cheminer vers l'épilogue d'une indépendance acquise par étapes par la voie politique. Donc, on a eu le résultat, une décolonisation sanglante, et il y a eu la guerre, et finalement, vous savez ce qui s'est passé. De Gaulle, qui à mon avis savait très bien dès le début qu'il faudrait que l'Algérie soit indépendante, et vous connaissez le scrutin d'autodétermination, vous connaissez le discours de septembre 1959. La seule chose, c'est que il était d'accord, le général de Gaulle, pour donner l'indépendance de l'Algérie. Il voulait quand même un petit bout de Sahara, d'où les annexes des accords d'Évian. Vous nous laissez 6 bases nucléaires, des fusées chimiques, et d'accord, les annexes, pas dans les accords d'Évian, dans les annexes que tout le monde pouvait consulter, elles ne sont pas du tout secrètes, ces annexes. Donnez ça à la France pour 5 ans, sauf que la dernière a fermé en 1978. Donc, voilà. Et nous avions affaire à un système colonial, un système qui était démontable, la suite l'a prouvé, mais dans lequel entrait le capitalisme, le nationalisme, incluant le racialisme, bon, les indigènes et les Français, sauf que, à la différence de ce qu'a dit Monsieur Mbokolo tout à l'heure, les Français qui étaient en Algérie, c'était souvent des gens du sud de la France. Et que moi, je suis personnellement de la vallée de la Durance, et je crois qu'entre les gens du sud de la France et les Algériens, il y a quelques ressemblances. Et moi, une partie de ma famille était immigrée à Marseille. Vous vous rendez compte, quelle horreur! Eh bien, moi, j'avais un cousin germain qui me disait à Marseille, ah ben ici, on vote Le Pen, parce que les Marseillais ressemblent tellement aux Algériens, il faut bien qu'ils s'en différencient. Donc, ils votent Le Pen. Bon, juste dernière anecdote, parce que les Français savent plus ça. Moi, quand j'étais gamin, mon père m'a encore raconté, ça a dû cesser au moment de la guerre de 14. Il y avait, au lendemain des noces, il fallait mettre le drap rouge à la fenêtre. Et mon père m'avait même appris un chant en provençal. Et et maintenant, nous avons vu le drap rougi à la fenêtre. Quelle différence entre la vallée de la Durance et la vallée du Chélif? C'était la même chose, sauf que ça a été un petit peu politiquement plus correct. On a remplacé le drap rougi par la chichole. Si vous ne savez pas ce que c'est que la chichole, je vous le dirai ultérieurement, mais je crois que j'ai déjà trop parlé. J'ai le temps de le dire? La chichole, en provençal, ça veut dire boire un coup. On boit un coup. Donc, on n'observait plus le drap rouge à la fenêtre, mais on apportait à la jeune mariée le lendemain de ses noces un pot de chambre avec un œil en dessous. Pourquoi? Parce que le pot de chambre, ça se met sous le lit. Et l'œil, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'œil espion. Et dans le pot de chambre, on mettait du vin blanc, du jus de framboise. Il fallait que ce soit un peu rouge quand même. Oui, rouge, la pureté virginale, ça nécessite du rouge.
Et quand la jeune mariée sortait de son lit, enfin de sa chambre, on lui disait « tu bois ta chichole ». Et si elle buvait, on lui disait « ça y est, c'est bon, elle était vierge ». Alors, il paraît même, j'ai un frère, un beau-frère de ma femme, enfin, c'est des protestants, ils sont quand même un peu bizarres, ces gens-là. Il dit ça existe encore dans les baronnies. Et chez nous, ça n'existe pas. Mais lui, il est protestant, évidemment. C'est les catholiques seuls qui peuvent continuer à faire des saloperies. Je vous remercie.